Alors, nous allons parler de la résistance en Europe occidentale aujourd'hui, c'est-à-dire à l'exception de la France, qui sera traitée à part dans un mois. Donc, il sera question des pays occupés, bien sûr, de la Belgique, des Pays-Bas, des États scandinaves, de la Norvège, mais on peut rajouter l'Italie, bien que c'est assez surprenant à première vue, mais il y a eu une Italie d'avant et une Italie d'après 1943. Vous savez. D'ailleurs, bien des choses que vous savez déjà, donc au niveau de l'événementiel, on va essayer d'aller un peu au-delà. Vous avez tous reçu la chronologie de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Hein? Oui. Alors j'en ferai une spéciale pour la prochaine. Ah, c'est que il y a une question d'adresse. Il faudra que vous me rendiez votre machin parce que je ne l'ai pas. Je pourrais te l'envoyer, je pense. Denis doit l'avoir, et encore. Ah oui, Denis doit l'avoir. Denis doit l'avoir, mais moi je suis mauvais élève. J'ai pas mes outils. Tiens. Tiens. Oui. Donc, je ferai une séance, là c'est l'Europe occidentale. Je ferai dans 15 jours une séance spéciale consacrée à la Pologne, qui est vraiment un cas d'espèce au niveau résistance. D'ailleurs, on a les archives se sont ouvertes depuis, j'allais dire assez peu de temps, mais depuis la fin des années 80, avec la chute du bloc oriental, du bloc communiste. Et on en sait un peu plus voilà, sur le cas polonais pendant la guerre. Ensuite, il y aura une séance spéciale également sur l'URSS, parce que là, c'est un cas de résistance aussi qui est beaucoup moins diversifié qu'ailleurs, mais qui est efficace dans le genre lutte armée. Alors, donc, quels sont les grands traits de la période, déjà, 40-44, parce que, faut dire que l'évolution de la guerre, l'évolution des opérations militaires, des changements d'alliance, va peser sur les conditions de la guerre subversive, de la résistance elle-même, à travers trois événements clés. Le premier, bon, justement, c'est l'agression de l'Allemagne nazie contre l'URSS le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa. Pourquoi c'est important pour la résistance? Parce que ça va libérer un potentiel important dans toute l'Europe, c'est celui des militants et sympathisants communistes. Et qui, au niveau conduite de la guerre subversive, seront quand même très efficaces pour la plupart. Deuxième agression symétrique, si j'ose dire, c'est celle des Japonais contre les États-Unis le 7 décembre 1941, Pearl Harbor. Pourquoi? Parce que ça va, la pauvre Angleterre qui était toute seule et qui était à compter ses avions pour aider la résistance ou bombarder les villes, bon, elle va toucher les moyens énormes de l'Amérique et ça va démultiplier les moyens des anglo-saxons et même en partie des soviétiques vu le volume d'aide qui arrivera soit par l'Iran, soit par Mormansk en URSS. Et ça, ils ne l'ont reconnu que récemment. Hein. Il ne fallait pas en parler, putain, de l'aide américaine. Troisièmement, un retournement d'alliance, qui est celui de l'Italie, abandon de l'alliance allemande et retournement partiel. Alors ça, c'est la guerre portée en Italie. C'est la première incarnation de ce que Staline appelait le second front. Il réclamait à corps et à cri aux Alliés d'ouvrir un second front pour soulager l'armée rouge. Et bien le second front, c'est déjà l'Italie. Churchill était partisan d'envahir l'Europe par le sud, d'ailleurs, et non pas par la Normandie ou autre. Donc ça porte la guerre en Europe, et ça va affecter quand même sensiblement la puissance militaire allemande, et surtout, pour l'Italie, comme vous le verrez, ça va poser les bases d'une nouvelle Italie après 21 ans de fascisme. J'en profite pour faire une parenthèse sur la durée des différents totalitarismes au XXe siècle. Le fascisme italien a duré 21 ans. Le Troisième Reich nazi, qui devait durer 1000 ans, selon Adolphe, il n'était pas de Marseille, important. Il a duré 12 ans. Et puis, à côté de ça, sans qu'on puisse parler d'un totalitarisme aussi sanglant mais efficace, il y a des dictateurs qui sont morts dans l'exercice du pouvoir. Ils sont morts dans leur lit. Franco, 36 ans.
Staline, j'allais dire par rapport au totalitaire, mais là, Staline, 29 ans, et ça continue. Alors, on va d'abord parler de ces gouvernements en exil, que je vous commenterai la belle image tout à l'heure. Dans les pays occupés, la résistance est matériellement soutenue par l'allié militaire anglo-saxon, c'est-à-dire l'anglais, puis ensuite le canadien et américain. Le canadien, c'est une annexe de la Grande-Bretagne. La résistance donc est portée militairement par les alliés, mais politiquement par des gouvernements légaux, qui sont ceux de 1939 et qui se sont réfugiés d'abord en France, puis quand la France est passée que par-dessus tête, se sont réfugiés en Angleterre. Alors, c'est important pour ces gouvernements que les alliés les reconnaissent, qui confirment leur représentativité, et ce, malgré la tentation de l'ingérence. Les alliés, quoi qu'ils aient pu en dire après, ne sont pas privés d'intervenir dans les affaires intérieures. C'est pour ça que De Gaulle en a fait une attitude provocante, absolument irrationnelle, mais qu'il estimait indispensable, c'était de se cadrer et de ne pas céder un pouce sur les principes de la légitimité, de la représentativité. Alors donc, ces gouvernements, ils sont soumis à des nécessités contradictoires. D'abord, il faut qu'ils disposent de pouvoirs dont la légitimité serait suffisamment forte pour que les résistants leur obéissent dans leur pays. C'est déjà énorme, ça. Ensuite, que ces autorités politiques, ces gouvernements, s'imposent au jour de la libération, qu'ils soient assez forts pour se remettre en place, pour éviter le chaos. Parce que les Alliés ont une peur bleue, justement, des insurrections spontanées et du chaos politique qui peut en advenir. Et enfin, ces gouvernements, bien que jaloux de leur autonomie, il faut qu'ils servent objectivement les intérêts des Alliés. Donc, les Alliés ont vis-à-vis d'eux une attitude de sollicitation, d'exigence plutôt, de renouvellement du personnel par rapport à l'avant-guerre. Ça ne sera pas gagné. D'un autre côté, il y a des gouvernements fantoches, il y a les gouvernements réfugiés, à Londres ou ailleurs, mais il y a des gouvernements collabos, on en sait quelque chose en France. Il y a des gouvernements fantoches, comme en Norvège, ça a été le premier, Quisling, qui a donné son nom a servi est devenu une expression proverbiale dans la presse à l'époque. On dit c'est un Quisling, c'est un traître. Bon. Donc, il y a des gouvernements fantoches ou collabos, mais ils ont une utilité objective pour les Alliés, c'est qu'ils contribuent à éloigner encore plus la population de l'occupant. Et ça, c'est capital, on va le voir avec la France, parce que l'opération séduction, c'est une chose qu'ils savent très bien faire, les collabos de toute obédience et de tout pays. Ça n'empêche pas que le petit père Churchill aura eu des contacts avec Vichy jusqu'à Marcel Kébir déjà, et ensuite jusqu'en 1941, il y aura 17 consulats dans la zone libre quand même, 17 consulats britanniques. Il n'a pas voulu rompre tout à fait pour des raisons d'acheminement d'aide à la population, enfin bon. Et alors les Américains, c'est encore mieux. Alors eux, ils ont bien choisi, non pas leur camp, mais leur sympathie au début. Ils ont nommé à Vichy un ambassadeur qui s'appelle l'amiral Leahy, L-E-A-H-Y, qui est la principale source de Roosevelt. Il est très écouté en ce qui concerne la vie politique française. Alors comme il répercute à Roosevelt tout ce qu'il entend à Vichy au sujet de Gaulle, comme source, il y a plus objectif, bien sûr, et il ne donne que des échos négatifs. C'est comme ça que le père Roosevelt va clamer dans toutes les conférences que ce de Gaulle n'est jamais qu'un apprenti dictateur. Ça va être dur de faire de la communication pour la France libre et ensuite pour la France de l'amnistie, pour le gouvernement, le CNL installé à Alger. Ces gouvernements rentrent souvent en conflit avec le SOE, comme je vous l'ai dit dans la deuxième session. Le SOE, je vous rappelle que c'est le service que les Anglais ont dédié à l'aide aux résistances, qui est composé de diplomates du Foreign Office, de gens de l'intelligence service
et puis de gens du ministère du Commerce extérieur. C'est pas tellement guerrier, mais enfin, voilà ce qui forme le SOE. Et les gouvernements en exil, dans leur demande d'aide à leur propre résistance, se heurtent au SOE, comme on l'a vu, sur le plan stratégique. Il y a des conflits sur l'importance réelle de l'aide fournie, sur les quantités du matériel, la nature du matériel. Par exemple, les résistants veulent toujours des armes. Le SOE préfère leur donner des explosifs, parce que c'est bien pour les sabotages, mais ça évite les insurrections spontanées ou les initiatives imprudentes avant qu'il y ait une armée alliée proche d'eux pour les aider. Ce qui fait que ça remet au calendrier le problème du second front pour l'Europe. Alors, dans les faits, le SOE va concentrer son efficacité sur quelque chose qui n'est pas négligeable, qui est la propagande radio ou la propagande écrite. Et bien sûr, le parachutage ou l'atterrissage, l'acheminement des agents de renseignement juste avant le débarquement de 1944. Le gros matériel, par contre, qui arrivera quand même à partir de 1943 résistants, il est le fait des militaires. La RAF, qui a sa propre marge d'initiative par rapport au SOE, puisque c'est elle qui fournit les zincs, et surtout l'US Air Force à partir de 1943. L'aide américaine représente une fois et demie la plus grosse aide anglaise de 1941 à 1942. Alors, ce qui fait que ces ex-dirigeants, là, ils sont réduits à la dépendance sur tous les plans, matériel, radio, et ce ne sont pas des partenaires faciles pour les Anglais, je viens de le dire, ils sont arc-boutés sur leur légitimité. Alors, je crois qu'on peut définir leur souveraineté comme une souveraineté externalisée, mais partielle. Et elle dépend aussi du rayonnement personnel des chefs de gouvernement. On va les passer en revue. Ça, c'est une affiche de propagande qui est destinée à être larguée en Europe. Alors, vous avez en haut, à gauche, le plus haut, M. Hubert Pierlot, chef du gouvernement belge, qui n'est pas un des plus faciles, mais enfin, on parlera de lui. Alors que le roi des Belges est resté en Belgique. Oui, justement, la question belge, on va y consacrer un petit peu de temps, savez-vous hein? Savez-vous? Je suis content que Philippe Chocolat se marie parce que je veux dire du mal des Belges. Pas du mal, mais c'est un petit peu l'imbroglio. En face, vous avez la reine Wilhelmine, qui est une idole pour son peuple, la reine Wilhelmine de Hollande. Je reviens à gauche. Et donc, M. Beneš, chef du gouvernement tchécoslovaque en exil. En face, Sa Majesté le roi Haakon de Norvège, qui s'est échappé de justice. En dessous, vous aurez reconnu notre Charlot national, de Gaulle, qui est en vis avec le général Sikorski, Premier ministre du gouvernement de la Pologne libre et chef d'état-major des armées polonaises. En dessous, je vois Georges, roi des Hellènes, le roi de Grèce. Et puis, quelqu'un qui n'a dû pas fournir trop de divisions blindées, mais qui est également très adulé par son peuple, la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. Et les deux branches du V se réunissent avec le roi Pierre Karageorgievitch, roi de Yougoslavie, qui lui n'aura pas de chance dans le cadre des conflits entre partisans communistes et nationalistes. Alors, il faut dire aussi, pour pimenter ces relations, je dis que la raideur de Gaulle, on vient d'en parler, c'est que les Anglais du Foreign Office et Churchill n'oublient pas l'avant-guerre, ils n'oublient pas qu'ils ont toujours reproché la neutralité qu'avait affichée l'Europe du Nord. Tous ces petits États-là, beaucoup avaient choisi la neutralité. Et même les Belges, en dépit des conventions d'assistance qui les liaient à la France. Donc c'est très dur de mener la stratégie d'une seule voie. Et un exemple d'échec de la stratégie de résistance partagée, c'est justement l'initiative du général Sikorski. Alors, Sikorski propose en février 1942 la création d'une instance commune pour planifier la stratégie, coordonner tout ça. Il propose un état-major allié, en liaison avec les armées secrètes. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Le SOE a peur d'être supprimé. Et violente réaction de Churchill qui part d'une composition hétérogène,
d'une prise de décision impossible, la collégialité n'est pas bonne. Ça me fait penser aux critiques actuelles de la décision dans l'Europe à 27 à Bruxelles. On dit non, on ne peut pas faire à la majorité, c'est pas possible. Mais ça fait prendre conscience aux Anglais que leur aide est un petit peu insuffisante, et ils avouent eux-mêmes que c'est bien beau d'aider des gens qui peuvent nous être utiles, mais il ne faut pas menacer l'effort de guerre. Toujours pareil, remplir les bombardiers avec des containers pleins de tracts, ou les remplir avec des bombes qui font mal aux Allemands. On a une légende sur toute cette résistance qui pêche par optimisme sur un point, c'est qu'on a pensé que c'était un agrégat d'hommes qui avaient sacrifié leurs différences. Il n'en est rien. Dans tous les pays, on va voir qu'il y a des luttes de pouvoir, des conflits politiques qui ont pu nuire à la guerre, à ce qu'on a appelé la guerre de l'ombre. Bref, les mouvements de résistance, même quand ils acceptent de se fédérer, ça fait des attelages rétifs, d'autant plus qu'il n'y a pas souvent des conducteurs. Tout le monde n'a pas un De Gaulle. Pour s'imposer, quand même, il faut faire des résistances aussi opposées que possible. Alors la réalité, c'est que ça correspond à un paysage idéologique très ouvert. Les résistances dans ces pays-là, on va voir, vont des conservateurs, traditionnalistes, royalistes, catholiques conservateurs, aux socialistes, démocrates chrétiens, modérés de toute tendance, et bien sûr, l'éventail sur la gauche se ferme avec les communistes. Donc, tous ces mouvements forment des ensembles dont la composition est inégale, suivant les pays occupés. Alors, voyons ça au niveau de ces pays, les pouvoirs, les résistances, et commençons par les querelles des Belges. Alors, les Belges n'ont pas de gouvernement de fantoche, ils n'ont pas de Pétain, ils n'ont pas de Quisling, mais ils ont une querelle interne qui va diviser profondément le pays. Parce que on peut dire que le roi Léopold III est en guerre avec le gouvernement en exil d'Hubert Pierrelaut, le tout arbitré par une société qui est autant loyaliste envers le roi que favorable au gouvernement. Le personnage, on est tenté de dire c'est un boulet psychorigide qui a gauché pas mal de choses, mais en fait, c'est son niveau de conscience sur la réalité qui semblait faire problème en ce qui concerne Sa Majesté Léopold III de Saxe-Cobourg-Gotha, c'est la dynastie des Belges, dynastie allemande qui a fourni beaucoup de princesses et beaucoup de prétendants dans l'Europe du XIXe siècle. On l'avait appelé le haras des princesses, le duché de Saxe-Cobourg-Gotha. Alors, Léopold III, voilà quelle est sa position. Il prône le retour à la neutralité, comme avant 14, tant que le conflit est limité entre la France, le Royaume-Uni, les deux contre l'Allemagne. Alors jusque-là, le gouvernement et le Parlement soutenaient cette politique parce qu'elle était intégralement belge. Et ils le soutenaient au mépris des conventions internationales, vu que la Belgique était liée à la France depuis 1919. Alors l'opinion du roi, plus approfondie, était qu'en cas d'invasion, la Belgique devait défendre son territoire en liaison tactique avec les Français et les Britanniques, mais en excluant toute extension militaire dans les pays voisins. Ça va impliquer que l'armée et le roi, qui est le chef de l'armée, suprême de l'armée par la Constitution, ne sortirait pas du pays. Autrement dit, on poursuit les Allemands, si on y arrive, et à la frontière, au revoir monsieur. Je ne peux pas aller plus loin, j'irai pas plus loin. Ça pouvait impliquer qu'en cas de défaite, justement, devant la puissance militaire allemande, les hostilités s'arrêteraient et que l'entente militaire avec les Français et les Britanniques serait caduque et que le roi, resté en Belgique, serait confronté à l'autorité allemande, prisonnier. C'est pour ça que le roi décide le 28 mai 1940, non pas un armistice, mais une capitulation militaire. Et encore, il ne met pas dedans les forts de l'Est qui résistent encore un mois. Il s'estime seul en droit de décider de la reddition militaire et il estime qu'il n'a pas de compte à rendre à une autorité supérieure. Reddition, pour lui, c'est limiter cessation des combats dans une zone donnée et c'est une décision strictement militaire.
qu'il n'y a pas lieu d'y associer le gouvernement. D'où un conflit, bien sûr, avec le gouvernement d'Hubert Pierlot, qui s'exile à Londres. Le roi justifie sa position 3 ans plus tard, dans un testament politique, dans lequel il n'utilise jamais le terme d'allié. En juin 1944, il est déporté en Allemagne par les nazis. Pierlot avait espéré qu'il renonce à diffuser son fameux texte où il ne dit pas que du bien des Alliés, mais c'est pas possible, le roi l'a déjà fait. Alors, du point de vue des Alliés, la cause du roi est entendue, il faut qu'il abdique après la libération de la Belgique. Qu'est-ce qu'il en est du gouvernement? Alors, il est dirigé par un chrétien social, ce qu'on appellera la démocratie chrétienne après-guerre, mais avant-guerre, les partis chrétiens progressistes, on appelle ça des chrétiens sociaux, souvent. Ah, oui, bon. Je n'y ai pas vu, mais c'est une bonne nouvelle. Bon. En juin 1944, donc, ce gouvernement ne plaît pas à 100% à Churchill, mais il a un atout essentiel par rapport aux Alliés, c'est les matières premières du Congo belge pour l'effort de guerre. Aujourd'hui, on parle des terres rares, mais avant-guerre, on n'en parlait pas, mais le Congo belge, c'était beaucoup de manganèse, de chrome, de bauxite, de tungstène, indispensable le tungstène pour les blindages. Ce sera le Portugal qui fournira la Wehrmacht, mais c'est le Congo belge qui fournira les blindés alliés, on peut dire. Donc c'est quand même quelque chose, hein, les ressources de la colonie. Puis il y a quelques troupes belges qu'on appelle la force publique, qui désigne les troupes coloniales belges au Congo. La force publique ira se battre contre les Italiens en Abyssinie et concourir à la capitulation des fascistes italiens en Éthiopie, justement. C'est ce qui fait que ce gouvernement a quand même une crédibilité auprès des Alliés à cause d'un effort de guerre sérieux dans les domaines où il peut agir et sur les théâtres où il peut agir. Pierlot et son gouvernement sont des gens qui sont issus de la bourgeoisie wallonne, comme une bonne partie des mouvements de résistance. Parce que quand on parle de Belgique, bien sûr, on va se heurter aux problèmes communautaires. Hitler a bien saisi la chose, il fera tout. Les Allemands feront tout pour exacerber les problèmes communautaires. Déjà, Hitler décrète en 1940 de libérer les prisonniers flamands. Hein. Pour Himmler, eux sont les vrais Ariens, les seuls les vrais. Et pendant ce temps-là, le cabinet belge va compter des hommes impopulaires. Londres demande, oui, donc, ingérence dans les affaires belges. Londres demande l'élargissement du cabinet belge. Pierlot s'y oppose avec des arguments douteux, pseudo-légalistes, parce qu'il a peur des réactions du roi. Donc vous voyez, ce n'est pas une situation très saine, tout ça. Et pendant toute la guerre, le gouvernement prend toutes ses décisions en attendant de soumettre sa politique au Parlement dès que ce sera possible. Et ceci en application de la Constitution. Tout le monde se plante derrière la Constitution, aussi bien le roi que Pierlot, qui prévoit cette procédure en cas d'empêchement royal. Mais parlons plutôt de la résistance belge. Elle démarre en 1942 avec quelques centaines de cellules concentrées dans les grandes villes de la Wallonie. Elle va s'étoffer évidemment et en 1944, on peut dire qu'il y aura 150 000 Belges qui y participent activement, soit environ 2,5% de la population. Il y a eu avant-guerre un front antifasciste qui ressemblait au Front populaire français. Alors il est sur le plan résistance porté par le Parti communiste de Belgique et il a sa branche militaire qui s'appelle l'Armée des partisans belges. Ça n'a l'air de rien, mais ils sont quand même ils ne se privent pas de faire quelques actions d'éclat. La plus belle étant celle qui a été la seule qui a eu lieu en Europe occidentale, qui vient, c'est d'attaquer un convoi déporté pour Auschwitz pour libérer les Juifs. Ça a du panache quand même. Les résistants polonais, on le faisait également, mais je parle de l'Europe occidentale. Alors, simplement, les communistes ont une conscience qu'ils ne peuvent pas rester isolés, hein. Ils sont un peu marginalisés. Ce qui fait qu'ils lancent à l'automne 1941 le Front de l'Indépendance, une structure calquée sur un front populaire, destinée à fédérer toutes les initiatives, socialistes, chrétiens,
sur une base patriotique et non plus idéologique. Quant à la droite patriote, elle existe, plutôt royaliste, plutôt composée de militaires qui se retranchent derrière leur serment au roi. Ils se regroupent dans la Légion belge, qui est un mouvement émanant des milieux militaires, donc pour soutenir le roi, et qui va se transformer en organisation destinée à appuyer l'avance des armées anglaises et américaines quand elles auront débarqué. Alors en 1944, ils se prennent le nom d'armée secrète. Ils s'allient à la Légion belge au front de l'indépendance, et tout ça, ça forme un mouvement qui sera le plus efficace, qui s'appelle le Mouvement national belge. Ils collectent des sommes considérables d'informations stratégiques, ils sont très forts dans l'espionnage, dans l'évacuation des agents, des militants, et ils fondent une filière d'évasion des aviateurs alliés qui s'appelle le réseau Comet. C'est plus facile qu'en France parce que la Belgique, par rapport à l'Angleterre, elle est bien située pour les évasions, pour venir rechercher les évadés aussi. L'aviation anglaise s'y emploie bien. Le mouvement national belge noyaute les administrations de façon efficace, et à partir de la fin 1942, il aide de façon appréciable les juifs et surtout les réfractaires au STO. Parce que les Belges ont eux aussi le service du travail obligatoire. Il faut dire qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que les postiers membres du mouvement national belge font un énorme travail de censure des lettres de dénonciation. Ils ouvrent tout et puis ils font le tri. C'est pas mal ça. C'est bien une histoire, c'est de l'humour belge. Et puis, bien sûr, groupe de choc, sabotage, c'est quand même une résistance assez musclée. Hélas, en 1943, la Gestapo multiplie ses moyens vis-à-vis d'eux, c'est une répression sans précédent, ils sont décapités. Il ne pourra donc pas jouer le rôle attendu par les Alliés au débarquement. Mais ils sont, hormis la lutte armée, la résistance belge a un niveau élevé d'efficacité et d'engagement. C'est un développement qui est lié pour partie à l'indignation suscitée par la déportation des Juifs, qui est en Pays-Bas et Belgique, ça a très mal pris. Et surtout à la mise en place du STO, comme je viens de vous le dire. De son côté, la propagande collabo et la propagande nazie noyautent également. Et il y a quelque chose qui va aider à la prise de conscience des Belges dans le sens de la résistance, c'est la rancœur envers les collaborateurs qui participent activement au durcissement du régime d'occupation. Il y a deux mouvements. Chez les Wallons, il y a ce qu'on appelle le mouvement Rex, dirigé par un certain Léon de Grelle. Ils avaient 21-22 députés à la Chambre des députés, donc avant 1939, et là, ils virent carrément dans la collaboration active. À l'issue de la guerre, il y aura quand même 80 000 citoyens belges jugés coupables de collaboration. Alors, chez les Wallons, c'est le mouvement Rex. Le Rex, de Grelle est un illuminé qui prétend reconstruire l'État bourguignon du Moyen-Âge, en se fondant sur les anciens duchés, aussi bien flamands que wallons. La collaboration militaire et politique, donc, tient une place importante avec ce mouvement Rex, et chez les Flamands, c'est le VNV, Vlaams National Verband, qui comptera entre 1941 et 1944 de 10 à 50 000 membres. Et en plus des formations militaires comme la division SS Wallonie, 7 000 hommes, et la division Langemarck, qui est une division flamande qui groupera jusqu'à 1500 hommes. Alors c'est curieux parce que pour Himmler avait fait et les Allemands faisaient du racolage à qui mieux pour que ces vrais Ariens que sont les Flamands s'engagent dans la SS, mais on constate qu'il y a eu plus de Wallons que de Flamands dans la SS. Qu'est-ce qui les a freinés? Les Flamands sont non seulement conservateurs, mais c'est le parti catholique en Belgique de tout temps. Les plus catholiques sont dans la communauté flamande. Ça a pu jouer un rôle dissuasif. Donc si la résistance ne parvient pas à desserrer l'emprise des Allemands, elle les gêne quand même. Et l'aide apportée aux Alliés lors de l'offensive de 1944-1945, ça va quand même accélérer la libération.
c'est quelque chose qui sont largement... Ces activités sont méconnues du grand public. Et là, justement pendant la Libération, l'essentiel de la reconnaissance des Belges ira aux troupes alliées. On ne pensera pas à la résistance. Il faut dire comme il y a une France libre, l'homme libre et des combattants tchèques, il y en a de tous les pays. Les combattants qui se battent à côté des alliés anglo-saxons seront quand même au nombre de 100 000 le jour de la capitulation allemande. La résistance a quand même une réputation qui a été ternie après la guerre par des excès de violence, des attentats injustifiés, des règlements de compte personnel. Il devait y avoir comme en France le parti de la tondeuse, je pense, pour les dames. Quoi qu'il en soit, il y a une chose que les Belges n'ont pas aimé non plus, c'est les résistants de la dernière heure. Ça, il y en a eu dans tous les pays. Le gonflement artificiel de ces troupes de la libération. Ça a été universel, je crois. Enfin, ces 100 000 combattants belges, c'est quand même un effort de participation supérieur à celui des autres petits pays, ce qui permet à la Belgique en 1946 de disposer d'une zone propre d'occupation en Allemagne, prise dans le secteur britannique, et surtout vis-à-vis des alliés américains, d'augmenter le crédit de la Belgique. Quand je dis le crédit, c'est qu'il faut bien construire le pays. Ces crédits dans tous les sens du terme. Parce que la capitulation du roi avait fait une vilaine impression sur toutes les chancelleries du monde. Aux Pays-Bas, la situation est plus favorable en termes d'image, étant donné que la reine Wilhelmine a accompagné le gouvernement dans l'exil. La cohésion nationale est absolument parfaite. La résistance civile était importante, on l'a vu la dernière fois. C'est un peu comme en Norvège. En Norvège, ils ont eu le premier coup d'État collabo le 9 avril 1940, qui était synchronisé avec l'invasion allemande, qui cherchait à s'emparer du roi et du gouvernement légal. À ce moment-là, le Parlement, le Storting, comme ils disent, a pris une mesure d'urgence qui donnait tous les pouvoirs au roi, au gouvernement, jusqu'à ce que le Parlement puisse à nouveau se réunir. Ce qui fait que le roi Haakon et son gouvernement ont pu avoir leur autorité constitutionnelle pour rejeter l'ultimatum allemand, s'échapper de justesse par le train jusqu'à un port, puis là, les attendait un croiseur anglais, et ouf, ils se sont réfugiés à Londres. Dans le même temps, plusieurs unités militaires norvégiennes avaient été mobilisées par précaution dans le nord. Et c'est là que les Français ont lancé l'opération Bataille de Narvik. Pourquoi Narvik? C'est le port par lequel s'exportent encore les matériaux stratégiques. Narvik est le port par lequel s'exporte le fer suédois. Si vous voyez la péninsule scandinave, d'un côté c'est très raide, boum, c'est la Norvège, de l'autre c'est en pente un peu plus douce, boum, vers la Baltique, c'est la Suède. Et les mines de fer suédois sont dans la région de Kiruna, à la même hauteur que Narvik. Le chemin de fer date des débuts du chemin de fer, c'est toujours par là qu'ils ont exporté. Ça évite de faire le grand tour par le détroit du Danemark. Et donc les Français se sont précipités là. Nos parents et nos grands-parents me racontaient qu'ils avaient entendu à la radio Paul Reynaud décréter avec une voix parfaitement emphatique que la route du fer était coupée. Ça fait partie des anecdotes de la Seconde Guerre mondiale, ça. Donc, bataille de Narvik, avril à août 1940, les forces anglo-franco-polonaises débarquent et, arrivées en mois de juin, elles rembarquent très vite parce que les nouvelles de France sont mauvaises. C'est en juin que les Allemands lancent la percée à travers les Ardennes. Ça urge. Mais les résistants norvégiens n'en sont pas moins bien équipés. Et la réussite la plus célèbre, je vous en ai déjà parlé, je crois, c'est la destruction de l'usine d'eau lourde de Zeeman, la bataille de l'eau lourde, qui a empêché l'Allemagne d'avoir une chance de construire une bombe atomique. Les pêcheurs norvégiens s'activent quand ils ne tendent pas leur filet, ils sabotent des navires allemands. Les électriciens sont très forts pour saboter le réseau électrique,
l'approvisionnement énergétique de la Norvège, c'est électrique déjà à 70%, à cause de l'hydroélectricité, hein, bien sûr. Et on a appris une chose, moi j'essaie de voir quelles sont les sources les plus récentes hein, sur tous ces problèmes, ça vous savez. On a appris dans les années 80 que 8000 hommes avaient été secrètement entraînés dans des camps en Suède, et la Suède était censée être neutre. Donc il y a 8000 résistants, agents et commandos norvégiens qui ont été entraînés en Suède. C'est une belle contribution. La résistance civile se manifeste aussi en Norvège. D'abord, distribuer des journaux interdits pour alimenter le sentiment anti-allemand. L'hostilité de tous les jours envers les Allemands, c'est-à-dire qu'en particulier, il ne faut pas adresser la parole aux Allemands quand ce n'est pas indispensable. Et puis beaucoup de Norvégiens prétendent qu'ils ne parlent pas allemand, ce qui est une bonne farce, parce que quand on lit attentivement, quand on possède bien l'allemand, eh bien le norvégien, ça se comprend à demi-mot, comme le suédois d'ailleurs. Le STO ne sera pas appliqué en Norvège. Ils ont envoyé 200 000 lettres de protestation et la mesure est rapportée par leur gouvernement collabo. Répression des collabos, bien sûr, quelques exécutions, mais en 1945, c'est la mise à l'écart d'autres collabos. Les volontaires de la division Norrland de la SS, qui étaient 1500, sont simplement mis de côté. On ne veut pas entacher l'unité nationale. Je termine enfin avec ce que j'ai appelé l'imbroglio italien. Churchill avait toujours la croyance de pouvoir piloter un retournement d'alliance de l'Italie. C'est pas de chance parce qu'en Italie, justement, les Anglais vont aller de déboire en déconvenu, faute de trouver des leaders aptes à contrôler ce qui existe bel et bien comme l'opposition clandestine antifasciste. Et encore moins de contrôler un désengagement politique de l'alliance allemande. En plus, on n'y voit pas très clair dans les buts de paix de la future Italie. L'Italie d'après-guerre, on ne sait pas très bien de quoi elle sera faite. Et surtout, il y a quelque chose qui gêne le travail de noyautage, d'espionnage, d'intoxication, c'est que les exilés antifascistes sont inconnus des Italiens. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir de susciter un comité de libération, comme en France, qui ne pourrait apparaître que comme une ingérence anglaise. Et ça passerait pas. Il y a un antifasciste, le plus célèbre ou le moins inconnu, j'hésite, qui s'appelle Carlo Petrone, qui est réfugié en Grande-Bretagne depuis 1939, et en 1941, il va jeter les bases d'un comité de la Libre Italie. À peine constitué, c'est le conflit là-dedans entre la démocratie chrétienne et l'extrême gauche, impuissance totale. La conclusion du service du SOE, du service d'aide à la résistance, c'est qu'aucune leçon italienne n'est comparable au phénomène incarné par De Gaulle. Churchill n'en a pas fini avec des projets utopiques. Quand en 1941 les Anglais avancent en Libye, libèrent les 3/4 de la Libye, la Cyrénaïque, l'utopie de Churchill, c'est de penser qu'on peut confier la Libye libérée justement à l'Italie, à la libre Italie. Un peu comme sur le modèle des colonies françaises qui ont été ralliées à De Gaulle. Seulement, les affaires étrangères et le ministre des colonies anglais obligent à y annoncer par crainte de problèmes avec la population arabe locale. Ces gens ont déjà eu des déconvenus en Palestine, vous vous souvenez que la Palestine a été sous mandat anglais avant l'immigration juive sioniste, et donc ils ne veulent pas revoir à nouveau les problèmes qu'ils ont eus avec les populations arabes de Palestine en 1936. De toute façon, tout ça est balayé un an après quand Rommel débarque, parce que les Allemands reconquièrent tout le terrain perdu. Même échec dans la séduction des prisonniers et des déserteurs italiens, donc là encore, on cherche un De Gaulle italien et on ne le trouve pas. Une autre piste du contre-espionnage, de l'espionnage anglais, c'est d'aider les exilés italiens qui sont en Suisse, réfugiés, par un agent du SOE qui est camouflé, lui, en attaché de presse. On se rend compte très vite que en fait, c'est une créature du contre-espionnage fasciste italien
et j'allais dire caramba, encore raté. Alors il y a des promesses d'insurrection qui sonnent à la porte des Anglais, de la part de personnages pas très fiables, ce que Churchill a appelé des âmes ardentes, auteurs de discours et de pamphlets, et il se résout à abandonner ce que ses services appellent des conspirateurs de salon. Il faut dire une chose, c'est que c'est pas très facile tout ça, parce que 20 ans de fascisme ont décapité les oppositions, ça c'est vrai. Ça ne s'est pas passé en vain les 21 ans de persécution des démocrates en Italie. Mais la responsabilité des Alliés, elle existe aussi, parce qu'ils n'offrent à l'Italie aucune perspective d'après la victoire, autre que la capitulation sans condition. On leur a reproché d'ailleurs après de ne pas avoir donné d'assurance d'adoucissement des conditions de la reddition en cas de coup d'État interne. Et Anthony Eden conclut en disant qu'on ne sortira les Italiens de la guerre que par la menace de l'invasion. Voici comment conclut Olivier Viorca, qui a rédigé une magistrale étude de cette question-là. Je cite, « Faute de préciser s'ils entendent traiter l'Italie en allié ou en ennemi, ils découragent une résistance politique et militaire dont ils auraient eu grand besoin dans les mois qui suivent la déposition du Duce. Et ils encouragent le fanatisme de la République de Salo. » La République de Salo, c'est le dernier refuge des fascistes au nord d'Italie, on en parle dans quelques minutes. Alors, les événements, le 25 juillet 1943, Benito Mussolini, le Duce est arrêté en fin d'après-midi, en sortant d'un entretien avec le roi Victor Emmanuel, qui vient de lui annoncer qu'il accepte sa démission. Le gouvernement qui combattra avec les Alliés est présidé par le maréchal Badoglio. Si Denis était là, il me reprendrait. Voilà. Et le 8 septembre 1943, c'est l'armistice de Cassibile entre Alliés et gouvernement Badoglio. Il déclare la guerre à l'Allemagne. L'Italie capitule sans condition. Les Allemands envahissent le pays, et Mussolini, qui était prisonnier dans un hôtel en montagne, est libéré par un commando SS, et il constitue son état fasciste croupion, la République de Salo. Le deuxième front est prêt, et est ouvert en Italie, puisqu'en septembre 1943, 2 armées alliées débarquent dans le sud de la péninsule. Et c'est là que se place l'épopée des partisans, qui est vraiment une composante essentielle de la mémoire italienne. Comme quoi, c'était sauver l'honneur, et les Italiens de toute tendance, même quand ils ne sont pas communistes, communient dans le mythe des partigiani. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Vous connaissez la canzone. Alors il y a donc, face aux Allemands et aux fascistes, une armée dite qu'on appelle officiellement co-belligérante, celle qui s'est retournée, et le camp antifasciste qui va passer à la lutte armée. 250 000 partisans à la fin de la guerre, à 60% communistes, mais là-dedans on compte aussi 60 000 socialistes et chrétiens démocrates. Beaucoup d'étrangers aussi ont été libérés des camps de concentration, de prisonniers ou internés, qui viennent de toute l'Europe occupée, il y a de tout. Des Tchèques, des déserteurs allemands, quelques Polonais. Bon. Ils sont incorporés. Alors les Alliés, au fur et à mesure qu'ils avancent, les incorporent vraiment dans leur plan tactique. Ils ne méprisent pas la résistance armée de ces gens-là. Je crois qu'ils ont, je ne sais pas où ils ont appris à l'époque, mais ils sont vraiment tout feu, tout flamme. Ils sont incorporés au fur et à mesure de l'avance des troupes dans les plans tactiques, et ils vont constituer donc pour l'Europe occidentale la seule véritable force auxiliaire valable d'une armée régulière, avec, bien sûr, 2 autres cas, les partisans grecs et les partisans yougoslaves, qui libéreront des portions entières de leur territoire tout seuls, comme des grands. Alors, le plus beau fait d'armes, j'allais dire, c'est l'insurrection de Naples du 27 au 30 septembre. Le 27 septembre, plusieurs des dépôts d'armes et de munitions allemands tombent entre les mains des insurgés. Ça va être les 4 journées de Naples, la libération de la ville avant l'arrivée des Alliés, qui ne sont là que le 1er octobre. Et au-delà des répercussions politiques et de l'effet positif sur le moral de la population, ces 4 journées auront empêché les Allemands de s'implanter dans la ville
pour mieux résister aux Alliés qui arrivent tout de suite. Donc, ils attaquent ensuite l'arrière des lignes allemandes sous la direction du Comité de libération nationale. Et dans certaines régions, la rébellion conduit même à l'instauration de républiques partisanes. Là, l'Italie menacée de morcellement. Et les Alliés prennent ça très au sérieux, parce que ces républiques partisanes provisoires, comme il y en a eu dans le Val d'Ost et dans le Val de Sola, vers le lac Majeur, dans toutes les régions montagneuses, certaines, comme celle de Sola, ont été reconnues par la Suisse et par les consulats alliés. Il faut le faire quand même. On estime donc à 5000 morts et entre 7 et 8000 enlèvements les pertes infligées aux Allemands et aux fascistes. La résistance aide également les prisonniers de guerre en fuite pour atteindre les lignes alliées ou la Suisse. Sur les chemins de contrebandiers, il y avait environ 80 000 prisonniers de guerre internés, des alliés en Italie. Ils aident également les Juifs qui sont menacés par les fascistes du Nord, Salo, en créant le réseau DELASEM, Delegazione per l'assistenza degli emigranti ebrei. Ça veut dire, hébrei, c'est hébreu, quoi. C'est juif en italien. C'est bête qu'il soit qu'on a Denis. Les femmes jouent un rôle important comme relais et comme transmetteuses. Elles ont conquis leur vraie première émancipation en Italie et ça leur vaudra le droit de vote lors des premières élections dans l'Italie libérée. Avanti. Il y a une femme, je crois, qui était communiste, qui a justement participé aux journées de Naples, Oui. qui a empêché, qui a gardé un pont. Oui. J'ai complètement oublié son nom, qui fait partie de ces femmes militantes. Ah oui, il y a eu des... Oui, il faut elle est devenue sur Arte, en ce moment, sur Arte, il passe une rétrospective Rossellini. Il y a quelques films d'histoire tournés par Rossellini. Et donc, il y a sur Rome ville ouverte, et puis il y en a un qui est sur l'origine d'Alcide et de Gasperi, le patron de la démocratie chrétienne. Donc, l'ambiance entre les différents mouvements est très très bien vue. C'est vraiment une belle initiative. Et le 19 avril 1945, Avanti, appel à l'insurrection générale par le comité de libération. Alors, cette insurrection a quand même une petite portée révolutionnaire. C'est ce que craignent justement les soutiens de la monarchie qui sont réfugiés au sud avec l'armée co-belligérante. Le roi est réfugié à Brindisi. Mais Staline va jouer le jeu, il va comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin là. Et sur ordre de Moscou, le Parti communiste italien va laisser les Alliés désarmer les partisans. Et ils font l'impasse sur la dimension sociale du soulèvement, alors que déjà, on commençait à occuper les usines à Turin, à Milan et à Gênes. Conclusion. Est-ce qu'on est passé après la conclusion, c'est l'après-guerre immédiate. Est-ce qu'on est passé de la résistance à la légitimité populaire, d'un seul coup, avec les gens qui auraient été les mieux concernés pour ça, même s'ils ne représentent que 2,5%, 3%, 1%, bon. Est-ce que, autrement dit, une autre façon de poser la question, est-ce que la résistance a entraîné un renouvellement des partis et des institutions dans les pays libérés? À plus forte raison, un bouleversement du système. Alors en Norvège, passons les pays les uns après les autres. Retour des autorités légales, épuration assez rude. On va jusqu'au rétablissement de la peine de mort pour les collabos et Quisling est pendu. Démission du gouvernement de guerre, élection, puis gouvernement pour 10 ans d'un gouvernement social-démocrate du Parti du Travail. La Norvège se dirige tout doucement vers qu'ont connu ses voisins scandinaves à l'époque, c'est-à-dire un État-providence de tendance social-démocrate. Des gens qui ne feront plus parler d'eux, sauf comme des modèles dans les autres pays européens. C'est plutôt le modèle suédois dont on parlera d'ailleurs chez nous. Les Pays-Bas, épuration sauvage. Les Hollandais veulent annexer une partie de l'Allemagne dans la zone britannique. Refus des Alliés, évidemment, et surtout, ils ont le regard, aussi bien la reine que le gouvernement ont les yeux ailleurs, parce que la question urgente, ça va être la liquidation de l'empire colonial.
L'Indonésie, qui était la perle de cet empire, à côté de ça, il y avait quelques petites îles dans les Antilles d'ailleurs. La colonisation hollandaise a déjà été abolie par les Japonais, qui l'ont occupée, un peu comme notre Indochine française d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment avec un manque à gagner sérieux qu'ils ont entamé la reconstruction. Ça leur sera compensé par une intégration rapide dans l'Europe économique, dans le plan Marshall, l'aide américaine, et ensuite dans l'OTAN, bien sûr. Et les Hollandais montrent l'exemple des structures interétatiques. Ils s'associent avec le Luxembourg et la Belgique en 1945 pour fonder le Benelux, qui est une première union douanière. On s'en souvient plus de ce Benelux, mais ça a été un peu la maquette de l'Union européenne sur le plan des réglementations douanières et d'équivalence des diplômes, des choses très concrètes que l'Europe des 12 puis des 15 puis n'abordait que dans les années 70-80. Le Danemark abandonne sa politique de neutralité, on ne nous y reprendra plus, disent-ils, et adhère à l'OTAN avant de constituer un membre hésitant des institutions européennes. Ils n'ont pas toujours voté pour. Alors, rappelez-vous, pour le vote sur la Constitution européenne, le Danemark a voté contre. La Belgique, et voilà la question royale qui était comme héritage. Premier danger pour la cohésion intercommunautaire entre 1945 et 1951. Alors en gros, les ministres catholiques sont pour leur tour du roi, l'opinion flamande est pour leur tour du roi, les Wallons n'en veulent absolument pas. Donc ils ne désarment pas les Wallons du mouvement de la résistance, des attentats, des projets de gouvernement wallon séparatistes, ils en sont là, une radicalisation qui est accentuée par les premiers décrets portant sur la question scolaire, subvention aux écoles privées catholiques, vous voyez, il n'y a pas que chez nous. Donc, climat de guerre civile, ça ira jusqu'à un truc qui les a traumatisés, c'est la fusillade de Grace-Berler. Grace-Berler n'est pas une diva quelconque, c'est pas Madame Grasse, c'est un nom d'un village belge où avait lieu une grande manifestation wallonne et où les gendarmes ont tiré dessus. Alors ils disent qu'il faut quand même être raisonnable et que tout ça ne se terminera qu'en juillet 1951, quand le prince Baudouin prêtera serment comme 5e roi des Belges. Le roi Léopold, dans un château pas loin dans la banlieue de Bruxelles, finira ses jours où il mourra qu'en 1983. En Italie, abdication de Victor Emmanuel III. Bien sûr, la monarchie n'est pas tout de suite abolie. Il est remplacé par son fils, le prince Umberto. Le prince Umberto qui venait de temps en temps faire une petite visite de tourisme à Chambéry pour visiter les tombeaux de ses ancêtres à l'abbaye de Hautecombe au bord du lac du Bourget. C'est là que je l'ai aperçu une fois au resto, c'est marrant. Il venait tous les ans faire son petit pèlerinage. Les Italiens ne le détestaient pas vraiment. Le 10 juin 1946, référendum institutionnel, abolition de la monarchie, naissance de la République. Après une campagne marquée par des contestations, on recompte les bulletins je ne sais combien de fois. On dit que c'est les bulletins de ceux qui étaient là qui comptent. C'est pas ceux-là, non, mais enfin bref, combination sur toute la ligne. Et alors l'Italie va connaître ce qu'on a connu dans les années 50-60, quand on s'intéressait à elle, et ce qui est bien retracé par les films de Don Camillo, c'est-à-dire une sorte de bipartisme qui oppose les deux grands partis de la résistance, la démocratie chrétienne et le Parti communiste qui atteint 500 000 membres. Tout ça se met en place pour 2 décennies, sans que les forces sociales qu'ils incarnent soient bouleversées. C'est toujours le poids des grands propriétaires terriens au sud, et en Lombardie également, dans la zone du Rhin. Et les syndicats ne se privent pas de contester les conditions de travail, bien sûr, dans l'industrie du Nord. Alors là encore, on constate une chose, et la France sera l'exception, c'est que les programmes de la résistance, les programmes de gouvernement comportaient des volets sociaux, presque toujours, pas tellement en Belgique, parce que la Belgique c'est le pays du libéralisme patronal pur et dur à l'époque. Les programmes de la résistance vont s'appliquer incomplètement, notamment les réformes sociales.
donc surtout en Italie. Mais ce qui se développe, je parlais de Don Camillo tout à l'heure, c'est comme en France, un réseau de communisme municipal. Les communistes ne sont jamais au pouvoir, ni en France ni en Italie, mais dans les collectivités territoriales, ils auront des bastions, des positions fortes, et ils essaieront de vendre leur programme justement par le volet social. Donc, dans l'après-guerre, la résistance n'a pas pesé sur les systèmes politiques et surtout sociaux d'Europe comme elle l'avait prévu dans ses programmes. Parce qu'il y avait en plus trop peu de leaders de qualité, porteurs d'une volonté, enfin, de qualité, résistants héroïques peut-être, dans la lutte, y compris armée, mais trop peu de leaders politiques, d'hommes d'État. Voilà ce qui a manqué, d'hommes d'État issus de la résistance. Nous, la France, c'est une exception. Porteurs d'une volonté de renouveler toutes les institutions et de tirer les leçons de l'avant-guerre. Les partis d'avant-guerre même chez nous, les partis d'avant-guerre vont reprendre du service avec plus ou moins de changement de tête. Et en plus, il y a quelque chose qui va interférer c'est que tout de suite se déclenche, presque tout de suite en 1946, la guerre froide. Et alors là, il faut choisir son camp et choisir ses alliés. C'est ce qui vaudra à l'Allemagne un problème avec la dénazification, n'est-ce pas? Et les dépendances de la guerre, les dépendances idéologiques seront plus que jamais maintenues et renforcées par rapport aux alliés, quoi. L'allié américain, l'ex-allié soviétique, voilà, dans une Europe qui est détruite matériellement. Et si on lit les mémoires de nombreux anciens résistants, nombreux anciens politiques, des députés, je pense à un député communiste qui s'appelait Pierre Hervé, qui a été mon prof de philo, qui a publié La libération trahie. C'est une expression qui revient 9 fois sur 10 dans la bouche de ces anciens chroniqueurs de la résistance. La libération trahie. Ici, Londres, nous a donné par le pauvre François. Il est 57. Pas mal, hein? Ah, d'accord. Excusez-moi. Voilà. Voilà quoi. Bien. Merci. Merci. Voilà. Passionnant. Alors donc la prochaine fois, la Pologne, et la fois d'après, la France. C'est la France. L'Union soviétique à part aussi. Non, j'ai voulu scinder les gens. C'était dur de parler d'une seule, de faire des comparaisons. Je pensais qu'il fallait les faire pays par pays. Il y a des petits pays, parce que ces petits pays ont eu des destins différents. La Belgique, ça a été la cagasse politique pendant 3 ans. Et la situation territoriale aussi de la Belgique est très particulière parce que on oublie toujours qu'il y a une partie germanophone en Belgique, donc celle-là elle était totalement intégrée. Mais à côté, tous les pourtours, ils ont été dans une situation un peu mixte, à moitié intégrée, et Pépinster fait partie de, pas Pépinster, mais juste la région à côté, donc entre la partie germanophone, il y a une partie périphérique où il y a un contrôle beaucoup plus... la zone militarisée, la zone militaire, par exemple, et qui comptait le nord de la France. Contrôle qui de la intégrait le nord de la France. Obligation, par exemple, une liste de prénoms qu'on devait donner aux enfants qui naissaient. Déplacement interdit. Il y a un nom qui évoque l'étranger, la France ou le catholicisme, ou des choses comme ça. Donc il y avait des contraintes très C'est particulières. comme ils ont eu le régime plus ou moins du Luxembourg et de l'Alsace-Lorraine. Voilà, c'est ça, c'est un peu... Sur la langue, surtout défense de parler. Voilà, c'est ça. Voilà, défense de parler français. Mon père, les dernières années d'école, le matin, ils avaient fait venir un maître allemand. Le matin, c'était à Hitler. Oui, là c'est pareil, les enfants.
Nous, ils chantaient le maréchal, mais eux, c'était carrément. Oui. Ouais. Ils ne chantaient pas à Léonie. Bon. Non, quand tu veux débattre, ils ont une résistance assez musclée. Enfin, la partie résistante, avec elle, c'est musclé finalement. Et les mouvements en Sicile, je veux dire, sur lesquels les armées s'appuient, en fin de compte, il y a aussi les mouvements en Sicile, la résistance sicilienne, ou en tout cas la mafia, la future mafia. L'aide de la mafia depuis les États-Unis. Oh, bah, ça s'est négocié avec le Luciano, chef de la mafia, pour le débarquement en Sicile. Ils ont fait la revoir, j'imagine. Parce qu'ils avaient une certaine rancune, il n'y a que Mussolini qui est venu à bout de la mafia dans la région. Ça, les fascistes, ils ont mis un... Comment La mafia a eu le droit contre Mussolini. Oui. C'est par intérêt. Oui.